un autre débat, en somme. RFI TV5 Monde Afrique Presse. On passe à notre deuxième sujet, la RDC et le sort de l'opposant Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur, naguère allié au président Kabila et depuis sa déclaration de candidature à la présidentielle, semble-t-il, dans le viseur du pouvoir, alors qu'il a été blanchi par les évêques dans un rapport de la Cinco, dans les dossiers judiciaires qui lui valent depuis plus d'un an un exil forcé. Eh bien, il est au cœur d'une nouvelle enquête sur sa situation fiscale menée par l'Agence nationale du renseignement, ce qui semble-t-il est également illégal. On écoute réagir Moïse Katumbi. Il est au téléphone avec Christian Eboulé de TV5 Monde. Il en est maintenant que je vis en exil parce qu'il y a de l'acharnement politique envers la personne de Moïse Katumbi. D'abord, c'est un procès bidon, c'est un procès politique. J'étais au Congo, j'ai travaillé en tant que comme gouverneur de la province du Katanga. En réalité, il s'agit d'une chasse aux sorcières politique afin de m'écarter du débat politique. Mais ils ne l'arrêteront pas. Le président Kabila et son gouvernement sont en train de violer l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous voulons avoir les élections le plus vite possible et nous n'allons pas reconnaître le gouvernement de M. Bruno Tshibala parce qu'ils ont violé l'accord. Et je crois la Cinco était très claire sur ça. Je voulais demander aussi à l'Union africaine, avant de terminer, à l'Union africaine, à la communauté internationale, de nous aider à appliquer cet accord. Voilà, donc Moïse Katumbi qui était au téléphone avec Christian Eboulé. En RDC, le président Kabila a procédé à une reprise en main du processus de la transition. Il a court-circuité l'accord politique dit du 31 décembre, conclu sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Cinco. Il a nommé un nouveau Premier ministre, formé un nouveau gouvernement, fait approuver le texte de l'arrangement particulier. Bref, il n'y a que les forces du rassemblement qui refusent d'apporter leur accord ou de reconnaître tout ce processus, y compris d'ailleurs l'Église. Et puis, il y a cette obsession, Francis, du pouvoir, semble-t-il, à l'égard de Moïse Katumbi. Donc, il a été blanchi par les évêques dans un rapport de la Cinco qui a été remis au mois de mars à Kabila. Mais il est toujours exilé en raison, justement, de ses poursuites et décisions judiciaires. Parce que après Étienne Tshisekedi, paix à son âme, Moïse Katumbi est apparu comme l'opposant le plus sérieux du régime, d'autant plus redouté qu'il vient du sérail, si je puis dire. Il est quand même au sein de la majorité présidentielle. Et il est devenu évidemment l'ennemi public numéro 1 du pouvoir dès lors qu'il en est devenu le dissident de cette majorité présidentielle. Et donc on a eu cette condamnation à 3 ans de prison pour spoliation d'un immeuble appartenant à un citoyen grec et également pour recrutement de mercenaires. Vous venez de le dire, donc la Cinco a considéré que ce procès était tout à fait injustifié, en tout cas ne reposait sur aucun élément probant. Pour se rappeler aussi que l'une des juges qui avait participé, enfin qui avait été qui avait participé au procès pour spoliation de biens, Madame Chantal Ramazani, je crois, qui est aujourd'hui donc exilée, a révélé que les juges avaient subi des pressions très fortes de la part des autorités pour condamner Moïse Katumbi. Donc tout cela finalement nous renvoie à une réalité aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de pays en Afrique, l'arme judiciaire est devenue, je dirais, l'arme de destruction massive des opposants. Alors il y a un scénario tout à fait simple, évidemment on condamne l'opposant quand il arrive à s'échapper en prétestant, je dirais, une pathologie et en obtenant une vacation sanitaire à l'étranger, ben il y reste à l'étranger, il est exilé et plus il reste à l'étranger et plus le pouvoir évidemment s'en accommode. Et cette nouvelle enquête sur la situation fiscale des entreprises de Moïse Katumbi, c'est juste un message envoyé à Moïse Katumbi, c'est restez là où vous êtes, ne rentrez pas. Alors, éloigner Moïse Katumbi revient effectivement à le couper finalement des Congolais, Sabine. C'est un peu ce que cherche le pouvoir? Je crois pas, parce qu'on est à l'époque de WhatsApp, de la télévision et tout ça, et je pense pas que Moïse Katumbi soit si coupé que ça de son pays. Au contraire, je pense que c'est très contre-productif de la part de Kabila de faire de Moïse Katumbi une sorte d'exception et de polariser sur lui toute l'attention. En fait, ça lui rend service en réalité. Ça en fait un martyr ou une victime, ou enfin en tout cas, ça lui donne une épaisseur supplémentaire.
C'est très contre-productif, à mon avis. Alors, quant au... Oui, Louis? Moi, je pense que le seul avantage qu'il présente aujourd'hui, sans minimiser son importance politique, il a quand même été gouverneur du Katanga, il est le propriétaire du tout-puissant Mazembe, c'est un homme d'affaires prospère. Sans minimiser tout cela, ce que je dis, c'est que la seule chose qu'il aurait pu réussir, c'est faire sortir la RDC de ce duel de dynastie que l'on a en RDC, que l'on a au Togo, et que dans une certaine mesure, on a aussi au Gabon. C'était l'avantage qu'il présentait, c'était d'être quelqu'un de neuf par rapport à Félix Tshisekedi, par exemple, qui est sur le terrain aujourd'hui. Vous parlez de Léo Passé. Mais il est toujours là. Non, parce qu'il n'est plus sur le terrain. Il n'est plus sur oui, mais enfin, il est toujours acteur et même... Il n'est pas tout à fait mort. Non, j'ai pas dit qu'il est mort. Je veux dire... Rien n'exclut son retour, d'ailleurs, cependant. Ah non, rien n'exclut son retour, d'autant que la crise est toujours active. Sans oublier qu'il fait toujours... Enfin, je sais pas s'il a démissionné du PPRD, mais il a quand même fait partie du PPRD, la majorité. Il a démissionné. Il a quitté la majorité présidentielle. Donc, il l'a quitté, mais c'est quand même un ancien de... Enfin, mais il fait partie de l'Alliance. C'est pas un opposant de si longue date que cela. Oui, il n'a pas de partie de la coalition du Rassemblement. Il fait partie de l'Alliance de la plateforme d'opposition. Je veux bien penser. Cela dit, souvent, Louis, d'anciens acteurs politiques de la majorité passent à l'opposition. C'est très courant. L'exemple d'Emmanuel Macron en France. Oui, il a en moins d'un an... Donc il n'y a rien de scandaleux qu'il ait été membre de la majorité. Aujourd'hui, il est représentant de l'opposition. Absolument. Et dans cette bataille-là, je crois que les armes qui sont utilisées contre lui sont celles qu'il aurait pu utiliser lui-même s'il avait été dans la même situation. C'est qu'on est aujourd'hui dans un jeu politique. Mais là, on lui prête des pratiques qui, pour l'instant, ne sont pratiquées que par le pouvoir de Kabila. D'ailleurs, on fête aujourd'hui, cette semaine, si je puis dire, les 20 ans du départ de la fin du règne de Mobutu. Et on retrouve quand même les mêmes méthodes qu'à l'époque de Mobutu pour contraindre ou pour faire taire les opposants. C'est la même méthode parce que la classe politique congolaise renvoie une image d'elle-même qui est quand même particulièrement désolante. Mais en même temps, il faut pas non plus... Bon, il y a le problème des personnalités qui sont autour de Kabila et qui reproduisent des schémas politiques bien connus, la flatterie, même la flagornerie. Enfin, l'instrumentalisation de la justice. Lambert Mende, c'est un ancien moboutiste. Il y a Kinkese aussi. Il a été moboutiste, Lumumbiste. Voilà, donc... Et Etienne Tshisekedi aussi était moboutiste. Il était dans le système de Mobutu. Oui, donc on ne peut pas reprocher à Moïse Katumbi d'avoir été... J'aimerais dire quelque chose, si ça vous ennuie. Oui, bien sûr. Non, je rappelais juste que... En fait, ce que je voulais dire, c'est que malgré le poids du passé, on ne peut pas non plus faire comme si toutes les manœuvres politiques du pouvoir de Kinshasa fonctionnaient, parce qu'on est responsable nous, en tant que journalistes, on est responsable des perceptions et du récit qui s'imposent à l'international. J'ai pas fini. Et je pense que il faut faire très attention quand on couvre des pays comme la RDC, à voir les dynamiques réelles et les dynamiques imaginaires, parce qu'il y a une vie politique imaginaire au Congo qui est absolument stupéfiante. Et qui est nourri par le pouvoir. Donc quand on dit Moïse Katumbi a triché ici, Moïse Katumbi a triché là, on nourrit un imaginaire de menteur, et Moïse Katumbi se fait traiter de menteur. Mais ça, il n'y a que le pouvoir. Non, mais là, on a aucune prise là-dessus. J'ai pas fini. Dans les sphères, y compris les nôtres, c'est-à-dire qu'on a une perception négative du personnage, qui nous contamine en fait, et il y a un doute qui s'installe. Et quand on va sur le terrain et qu'on regarde un peu les dynamiques réelles qu'il y a sur le terrain, on se rend compte qu'il y a absolument pas, il n'y avait pas de problème entre Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi de son vivant. Moïse Katumbi représente une alternative pour les Congolais. Il y a un problème avec Félix Tshisekedi, par exemple. Pour les Congolais. Voilà, mais là, on sort du débat, Le débat, c'est que ce qui me gêne dans la couverture de la RDC, c'est qu'on finalement, on donne du crédit à des manœuvres qui relèvent plus de l'imaginaire et qui contribuent à écrire un narratif désastreux pour le Congo, alors qu'il y a toute une dynamique. Attendez, Sabine. C'est tout le contraire, attendez, c'est tout le contraire du sens de cette partie de l'émission, puisque on a dit qu'il est victime d'harcèlement, qu'il a été blanchi par les évêques, et qu'aujourd'hui on lui cherche des poux à travers sa situation fiscale et de manière illégale en utilisant les services de renseignement. Donc on a une perception
perception plutôt contraire de ce que, vous laissez supposer. D'accord. Alors, là, dans le sujet, dans la réaction de Moïse Katumbi qu'on a entendu au début de cette partie de l'émission, il fait appel à l'Union européenne, à l'Union africaine pour essayer de débloquer la situation. Pour l'instant, l'ONU semble, je dirais, voilà, là aussi dans l'incapacité d'agir et de faire entendre raison à Joseph Kabila pour permettre le retour de Katumbi et puis aussi pour respecter ces accords du 31 décembre. Francis, comment sortir de l'impasse? Il y a des mécanismes très particuliers quand même qui travaillent la classe politique congolaise. C'est une réalité que ce pouvoir ne respecte pas les engagements qu'il a pris vis-à-vis de la population. Vous parlez d'élections truquées, des accords qui sont signés qui ne sont pas respectés, les dialogues qui se suivent et se ressemblent, évidemment avec des résolutions jamais appliquées. Nous avons affaire quand même à un pouvoir qui aujourd'hui, je veux dire, vous parlez de l'intervention de l'Union africaine. C'est un pouvoir aujourd'hui qui va à l'encontre de toutes les recommandations de la communauté internationale, y compris l'Union africaine, qui a quand même fait son round aussi de dialogue à un moment donné. Quelques semaines plus tard, ce dialogue évidemment était passé par perte de profit et il y a eu ce nouveau dialogue du 31 décembre 2016 qui aujourd'hui aussi au fond n'appartient plus qu'à une opposition qu'on dit radicale, c'est-à-dire le rassemblement. La vraie question, et celle-là n'est pas imaginaire, Sabine, c'est que nous avons une crise interminable et qu'il y a un agenda du pouvoir qui est en train d'imposer à la fois à sa population et à la communauté internationale, c'est-à-dire la mise en place des mécanismes permettant à M. Joseph Kabila de se maintenir indéfiniment au pouvoir, y compris d'un référendum qui se profile à l'horizon. Voilà, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, on aurait pu continuer le débat, notamment